Sur LCI Radio Classique, l'invité politique du jour, c'est Michel Barnier, commissaire européen. Bonjour Michel Barnier. Bonjour. Ça tombe bien, 2 jours après le référendum. Ça tombe bien. Ben oui, ça tombe toujours bien, mais en plus 2 jours après évidemment le référendum suisse qui va fermer ses frontières, notamment aux ressortissants de l'Union européenne. Une première réaction officielle d'un commissaire européen ce matin. C'est un choix souverain du peuple suisse. Donc il faut le respecter, en prendre acte et en tirer toutes les conséquences. Que les Suisses en tirent toutes les conséquences. On va voir comment dans les 3 ans qui viennent. Pourquoi 3 ans ? Parce que c'est, je crois, la règle que de mettre en œuvre un tel vote populaire pendant les 3 années dans ses modalités pratiques. Donc les modalités sont importantes, mais il faut regarder la réalité. Je pense que c'est un vote qui pose des problèmes graves, et d'abord aux Suisses. Quand vous regardez l'économie de ce pays que je connais assez bien, puisque j'ai présidé la Savoie, qui est toute proche, pendant près de 17 ans, avec d'ailleurs près de 175 000 frontaliers qui travaillent pour l'économie suisse. Mais pas seulement eux, il y a 1 200 000 Européens qui travaillent en Suisse. Il y a 400 000 Suisses qui travaillent dans les autres pays de l'Europe. Donc c'est un pays qui est entièrement ouvert, imbriqué dans son économie, avec les autres pays qui l'entourent. Alors qui n'est pas membre de l'Union européenne, mais qui avait signé de nombreux accords bilatéraux avec l'Europe. Cette liberté de circulation, notamment entre nous, j'ai donné les chiffres. Ils sont membres de Schengen, par exemple. 400 000 Suisses d'un côté, 1 200 000 Européens de l'autre qui travaillent en Suisse. On voit bien que la base de nos relations, depuis toujours, c'est la libre circulation, qui ne veut pas dire l'absence de règles, mais c'est la libre circulation. Et c'est sur cette base-là qu'est fondée notre relation à travers 120 accords bilatéraux. Moi-même, en ce moment, je discute avec les autorités helvétiques de l'accès des entreprises financières suisses, des banques, au marché intérieur européen. C'est leur intérêt, c'est leur demande. Tout ça va être revu et sans doute en grande partie remis en cause par ce vote. Donc il faudra que chacun prenne ses responsabilités. Est-ce qu'il faut punir la Suisse de ce vote, notamment en dénonçant les accords bilatéraux et en... Il ne s'agit pas de punir. La question, c'est quelles sont les conséquences ? Et probablement, si vous me demandez mon opinion personnelle, je pense que pour la Suisse comme pour tout autre pays, le repli national, et dans quelques pays le repli nationaliste, c'est pas le bon chemin. La libre circulation, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de règles. Dans l'Europe, c'est la base. Entre nous, les 28 pays de l'Union européenne, on peut aller faire du tourisme dans n'importe quel pays. On ne peut pas s'installer dans n'importe quel pays sans conditions. Il y a des règles, il y a des lois. Il faut d'ailleurs qu'elles soient mieux respectées et mieux contrôlées pour éviter les abus. Et vous savez quand même que cette libre circulation des hommes, elle entraîne chez certains peuples européens, en France même, dans votre famille politique, on en parlera tout à l'heure, une forme de défiance. Ce qu'on entend, c'est finalement, est-ce que c'était pertinent d'ouvrir nos frontières, par exemple, aux nouveaux États membres de l'Union européenne, où il y a eu la fameuse polémique sur le plombier polonais, sur les travailleurs roumains. Est-ce qu'on n'est pas allé trop vite ? D'abord, ces peurs ou ces inquiétudes, elles ne sont pas liées aux mêmes raisons. Ce n'est pas la même raison en Suisse, en dehors de l'Union, où il y a de la prospérité, il n'y a pas de chômage, un vote de repli dans des zones rurales, que les mêmes réactions ou les mêmes peurs dans des pays où il y a de la crise, où il y a de l'inquiétude sociale. Donc les raisons sont différentes. Moi, je pense franchement que la base de notre succès, de notre prospérité en Europe depuis 60 ans, c'est cette libre circulation. Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est libre, qu'il n'y a pas de règles, qu'il n'y a pas de loi à respecter. Il faut que ces règles, la liberté de travail, l'installation dans un pays, le détachement des travailleurs, ce sont des règles, des lois européennes qui parfois ont été détournées. Par exemple, la directive travailleurs détachés, elle est détournée. Elle est détournée, donc la réponse, c'est pas de la supprimer. Il y a des milliers de Français qui travaillent sous ce régime de détachement des travailleurs dans d'autres pays, comme il y a beaucoup d'Européens qui travaillent chez nous. La solution, c'est d'appliquer la règle, de sanctionner. J'ai moi-même proposé qu'on fasse un corps européen d'inspection du travail pour coordonner le travail des fonctionnaires qui contrôlent et que l'on mette une liste noire en place pour sanctionner, exclure des appels d'offres des entreprises qui fraudent. Est-ce que vous avez été choqué par la réaction de certains de vos amis politiques à l'UMP, comme François Fillon hier matin, qui se montrait très compréhensif à l'égard de la décision suisse ? Je n'ai pas entendu François Fillon. Moi, je pense que dans ce pays comme dans d'autres, c'est mon opinion personnelle, le repli national, le chacun pour soi, ce n'est pas la bonne solution. En revanche, il faut que cette liberté soit encadrée et il faut peut-être aussi, par rapport aux peurs, aux inquiétudes
qui sont légitimes. Les gens ont des inquiétudes, surtout en ce moment avec le chômage. Il faut répondre par la démocratie, par l'explication. Montrer que l'économie de la France est fondée sur les échanges avec les autres pays européens. 60% de nos échanges commerciaux, des millions d'emplois français dépendent des exportations dans les autres pays. Si nous nous fermons, les autres vont se fermer aussi. Et on revient un siècle en arrière. Mais est-ce qu'il n'y a pas une part de responsabilité quand même de l'Europe, de vous-même, des commissaires, à justement être allé parfois trop vite, avoir mal expliqué, ne pas avoir fait appliquer les règles que vous avez votées, par exemple la directive travailleurs détachés? Est-ce qu'il n'y a pas un mea culpa à faire aujourd'hui? Il y a toujours des responsabilités partagées. L'application des règles européennes, elle dépend des États. Nous n'avons pas à Bruxelles un corps d'inspection du travail. Ce sont les États membres, les 28 pays. Donc c'est la France, par exemple, qui fait mal son travail sur les travailleurs détachés? Oui, je pense qu'un peu partout, dans le BTP, dans d'autres secteurs. Il y a des abus, des détournements qui ne sont pas vérifiés, qui ne sont pas sanctionnés comme ils le devraient. Et je pense que ce qui a été obtenu récemment par Michel Sapin, le ministre français, avec ses collègues, c'est de renforcer les contrôles. Ça, c'est la bonne réponse. Est-ce que dans moins de 4 mois, les élections européennes, est-ce que ce risque de vote d'extrême droite, nationaliste, populiste, est-ce qu'il menace la construction de l'Europe? Imaginons que l'extrême droite européenne arrive en tête aux élections européennes. Qu'est-ce qui se passerait? Il n'y a pas de fatalité à ça. Les inquiétudes sont là, il faut y répondre, il faut écouter les gens. Moi, j'ai appris depuis le vote du référendum en 2005, le refus de la Constitution, j'ai écouté beaucoup les gens qui ont voté non, comme d'ailleurs ceux qui ont voté oui, et qu'il faut réconcilier. D'ailleurs, ce que Nicolas Sarkozy avait réussi à faire en 2009 quand il m'a demandé de mener la campagne européenne. Les inquiétudes sont là. Maintenant, il y a des gens qui exploitent les peurs, qui exacerbent les peurs. Ce sont les gens d'extrême droite ou les mouvements populistes. Et je me souviens, en pensant à ça, à ce que disait le général de Gaulle, il disait qu'il faut combattre la démagogie par la démocratie. Donc la réponse, c'est la croissance. Et nous sommes en train de retrouver la croissance un peu partout en Europe, pour peu qu'on ait le courage de faire des réformes. Et c'est le débat public, c'est l'explication. Parce que les gens sont intelligents. Ils sont capables de comprendre que si on se ferme, chacun chez soi, chacun pour soi, on recule. Alors qu'il y a tant de gens qui travaillent pour l'exportation et pour les autres pays. Alors les règles en Europe ont un peu changé avec les nouveaux traités. Aux élections européennes de fin mai, on ne désignera pas seulement nos députés, on va désigner en quelque sorte directement le président de la Commission, car c'est le parti arrivé en tête, le leader du parti arrivé en tête, qui sera président. Ça pourrait être vous ? J'ai dit que j'étais prêt à m'engager, je suis prêt, je vais m'engager dans ce débat au sein de ma famille politique et le Parti populaire européen qui regroupe tous les partis de centre droit. C'est un vrai progrès pour les gens qui nous écoutent que d'avoir un double vote. Ils vont voter pour leur député national européen, celui ou celle qui va les défendre à Strasbourg, et puis ils vont voter pour le président de la Commission européenne. C'est la première fois. Il ne s'agit pas d'obtenir un poste, il s'agit d'un moyen d'action pour changer ce qui doit l'être à Bruxelles, faire moins de réglementation, plus de politique, lancer une politique industrielle, tirer les leçons de la crise comme je l'ai fait depuis 4 ans en tant que commissaire pour la régulation financière que j'ai complètement reconstruite pour justement qu'il y ait plus de transparence, de morale et de responsabilité dans les marchés financiers. Alors on va faire la politique concrète. Le PPE va désigner son candidat le 7 mars. Vous serez l'un des prétendants, face notamment au luxembourgeois Juncker. C'est quoi votre programme par rapport à lui ? D'abord, je ne vais pas perdre du temps à critiquer des gens qui sont des amis et qui ont leur propre personnalité. C'est un peu vos primaires, c'est un peu vos primaires. Oui, mais c'est aussi un progrès dans un parti comme celui-ci que d'avoir cette ouverture, ce débat public. Les gens ont besoin de débat, surtout dans l'inquiétude qui est celle d'aujourd'hui. Je viens de vous dire sur quelle ligne la Commission ne fait que des propositions, mais elle fait les propositions à ceux qui décident, les ministres d'un côté ou les chefs d'État et les parlementaires de l'autre. Il faut qu'elle fasse des propositions dans des domaines où l'initiative doit être reprise. Après 4 ans où on a, en défensive, sauvegardé l'essentiel, la zone euro a failli exploser, la crise a été violente, elle provoque beaucoup de souffrance, le moment est venu de reprendre l'offensive, notamment sur le terrain de la politique industrielle, sur la consolidation de la zone euro, sur le socle social et fiscal qu'il faut construire en Europe, et notamment entre les 18 pays de la zone euro. Voilà un certain nombre de lignes que je vais défendre. Alors la France essaye de maîtriser tant bien que mal ses déficits publics. L'Europe lui a donné encore un répit de 2 ans. On a vu que les déficits continuaient d'augmenter. Est-ce qu'on peut encore donner un nouveau répit à la France pour remplir ses engagements ? Non, ce sujet n'est pas d'actualité. On n'a pas donné un répit. 2 ans quand même pour revenir à 3%. On a donné un délai légitimement pour réformer. Ce n'est pas un répit qu'on a donné, c'est
2 années au Sauf lieu qu'on n'a pas d'une. tenu nos engagements initiaux, et Non, donc on a 2 ans de plus pour Ce les qui tenir. nous intéresse à Bruxelles, quand nous regardons les différents pays européens, pas seulement la C'est le France, parcours, c'est la la direction, la trajectoire. trajectoire. Et donc, de ce point de vue-là, le pacte de responsabilité qu'a annoncé le président de la République il y a quelques semaines, c'est pas seulement une bonne idée, c'est une nécessité. Même s'il n'est pas encore financé. Hein. Non, il On faudra le cherche faire. toujours les 50 milliards d'économies. Il faut le faire, en effet, rapidement, et il faut le faire sérieusement, et on voit bien que cet oxygène qu'il faut donner, non pas aux patrons, mais aux entreprises, aux salariés, les entreprises retrouvent des marges pour investir et pour embaucher. Ça ne peut pas être plus d'impôts, ça ne peut pas être plus de dettes ou d'emprunts, ça doit être moins de dépenses dans ce pays qui pourrait mieux se gérer, y compris protéger son modèle social en dépensant moins, je suis sûr de ça. Alors, une question pour terminer sur votre compétence propre au sein de la commission, même si vous êtes normalement tenu à pouvoir discuter de tous les sujets au sein Oui, du d'ailleurs, collège. nous avons parlé de beaucoup de sujets tout à l'heure. Tout à fait. Mais forcément. quand même, sur la réglementation des banques en Europe, vous êtes plus, j'ai envie de dire, royaliste que le roi. Vous voulez faire plus que ce que fait la France, que ce qu'a fait par exemple Pierre Moscovici, le ministre de l'économie, qui n'a pas vraiment séparé les activités de dépôt et les activités spéculatives des banques. Vous avez proposé le 29 janvier de nouvelles propositions. Vous voulez aller plus loin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? C'est compliqué, technique, mais quand même c'est important. Oui, là nous parlons, après que j'ai fait 28 lois de régulation, dont 6 ou 7 concernent directement les banques, pour qu'elles soient plus solides, plus robustes, mieux supervisées. Il reste un problème qui n'est pas bien traité, ce sont les plus grandes banques, 29 ou 30 banques, dont le bilan représente parfois la totalité du PIB de leur pays. C'est le cas de la BNP en France ou de la Deutsche Bank en Allemagne. Et pour ces banques, on voit bien que s'il y avait un problème, pour l'une d'entre elles, ça crée un problème systémique, une crise dramatique pour toute l'Europe. Donc je veux traiter cette question. En gros, si elle spécule trop sur les marchés et qu'elle se trompe, on risque d'engager la responsabilité de l'État, comme on l'a vu d'ailleurs en 2008. Oui, et donc ça suffit. Ces banques sont trop grosses pour faire faillite, elles sont trop complexes pour être résolues ou mises en faillite, elles sont trop chères à sauver et elles avec ont de une l'argent garantie de l'État public. quasiment gratuite pour elles. Donc il faut corriger cela, qu'elles maîtrisent mieux les dépenses spéculatives ou J'ai ce vu que la qu'elles font France sur les et marchés. l'Allemagne ne veulent pas. On verra bien, chacun prendra ses responsabilités. Moi, j'ai pris les miennes. Je propose d'interdire les opérations les plus spéculatives, l'argent des déposants que les banques utilisent sans demander l'avis des déposants et sans les rémunérer pour faire de la spéculation pure et simple. Ce n'est pas normal. Et pour le reste, je propose de les encadrer et, le cas échéant, de les filialiser sous le contrôle du superviseur. Je fais mon travail, je prends mes responsabilités. Maintenant, aux ministres dans chaque pays et aux députés européens de prendre les leurs. Et vous nous confirmez que si vous devenez le candidat du PPE, François Hollande vous reconduira à votre poste de commissaire. C'est le deal entre vous et lui? Je n'ai pas de deal, franchement, il n'y a pas de deal. Le président de la République a été interrogé sur cette question dans sa conférence de presse et il a dit clairement qu'il allait attendre le résultat des élections pour faire son choix. Voilà ce que je peux dire. Je n'ai pas de deal avec lui, mais je travaille avec lui comme avec tous les autres chefs de gouvernement et le Premier ministre en bonne intelligence. Merci beaucoup, Michel Barnier, commissaire européen, d'avoir été l'invité de Radio Classique et LCI ce matin. Merci à vous.